Mon père n'a pas seulement manqué un anniversaire ou une cérémonie scolaire. Il a manqué mon mariage. Le seul jour où je lui avais demandé d'être là. Le seul jour où son absence a résonné plus fort que toutes mes promesses. Je me souviens, debout au bout de l'allée, mon bouquet tremblant, fixant la chaise vide où il aurait dû être. Pas de message, pas d'excuses, juste le silence. Un silence qui vous hante pendant des années. Je me suis dit que je n'avais plus besoin de lui. Plus d'espoir qu'il me choisisse un jour. Mais tout a basculé. Le matin où ma chaîne hôtelière a atteint les 580 millions de dollars et où toutes les chaînes d'information économique ont diffusé mon nom. Soudain, mon téléphone s'est illuminé, un message qui, autrefois, m'aurait fait pleurer. Dîner de famille à 19h, discussion importante. Le plus drôle, c'est qu'il n'était pas venu à mon mariage, mais j'étais bien présente à ce dîner avec quelque chose qu'il n'avait pas anticipé. On imagine souvent une famille divisée, des cris, des portes qui claquent, le chaos. La mienne était calme, d'un calme pesant. Mon père, Richard Collins, n'avait jamais eu besoin d'élever la voix. Son absence se faisait déjà entendre. Il traversait notre maison de Seattle comme un nuage d'orage, vêtu d'un costume sur mesure, sombre, froid, impénétrable. Et pourtant, tout tournait autour de lui, même en son absence. Ma mère, Evelyn, le suivait comme un fantôme paré de perles. « Chérie, ton père est sous pression », murmurait-elle lorsqu'il manquait un énième concert, une énième remise de prix. « Sois comprehensive. Comprehensive. » C'était le mot qu'on utilisait pour excuser chaque blessure. Mon frère aîné, Ethan, était un rayon de soleil en comparaison. Le fils chéri de papa. Star du football, dents parfaites, poignée de main impeccable. Le fils que mon père présentait fièrement à ses associés, tandis que je m'attardais avec mes carnets et mes rêves silencieux. Un jour, à 12 ans, j'ai trouvé le courage de demander à mon père pourquoi il ne venait jamais à mes événements. Il n'a même pas levé les yeux de son ordinateur portable. Pour Anna, je construis l'avenir de cette famille. Tu devrais être reconnaissante. Reconnaissante d'être invisible. J'ai appris très jeune que l'amour, chez moi, avait des conditions, et je n'ai jamais semblé les remplir. Alors j'ai fait ce que font souvent les filles oubliées. J'ai construit un monde dans ma tête, un monde où je gagnerais un jour sa place dans son champ de vision. J'ignorais simplement que pour enfin être vu, je devrais devenir quelqu'un de complètement différent. On dit souvent, le jour de votre mariage est le plus beau jour de votre vie. Le mien a commencé ainsi, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Je me souviens, debout dans la suite nuptiale, le voile épinglé, le rouge à lèvres impeccable, les mains tremblantes, trahissant le calme que je m'efforçais tant de feindre. Toutes les quelques minutes, je vérifiais mon téléphone. Non pas après les messages de mes amis, non pas après les dernières nouvelles des prestataires, mais après un simple message. Un simple mot de papa, j'arrive. Il n'est jamais arrivé. 10 minutes avant la cérémonie, mon écran s'est illuminé. Mon cœur a fait un bond jusqu'à ce que je voie l'expéditeur. Papa, je ne peux pas venir. Réunion importante. Pas d'excuses, pas d'explications, juste un message utilitaire de plus. Comme si manquer mon mariage revenait à reporter une conférence téléphonique. J'ai eu le souffle coupé, mais j'ai souri à ma demoiselle d'honneur. J'avais appris depuis longtemps à étouffer ma douleur. Quand les portes se sont ouvertes et que la musique a commencé, j'ai remonté l'allée seule. Les invités chuchotaient, y voyant peut-être un symbole, une sorte de déclaration moderne et forte. Daniel, mon mari, a pris mes mains dans les miennes lorsque j'ai atteint l'hôtel. Son regard s'est adouci. « Anna », a-t-il murmuré. « Tu n'as pas besoin de faire semblant d'aller bien. » C'était le pire. J'avais fait semblant si longtemps que je ne savais plus comment arrêter. Après la réception, quand les rires se sont tus et que les lumières se sont tamisées, je me suis assise près de Daniel sur le balcon de l'hôtel, avec vue sur la ville. Il aurait pu essayer, ai-je murmuré. Un jour, a dit Daniel gentiment. Je le regretterai. Je n'en étais pas si sûr. À cet instant, tandis que je contemplais les rues désertes en contrebas, quelque chose a changé en moi. Pas un crime à proprement parler, plutôt une lente et silencieuse dissolution. J'ai enfin compris. Si mon père n'avait pas pu assister à mon mariage, il n'assisterait jamais à quoi que ce soit qui ne lui profite pas. Ce que j'ignorais, c'est qu'il finirait par venir, mais seulement quand je vaudrais un demi-milliard de dollars. Après le mariage, quelque chose s'est durci en moi. Non pas de l'amertume, mais de la détermination. Si l'absence de papa m'a appris quelque chose, c'est qu'attendre une confirmation est une forme lente d'autodestruction. Alors j'ai cessé d'attendre. Je me suis lancé à corps perdu dans la seule chose qui ait jamais eu du sens pour moi, l'hôtellerie. Pas les vieux motels poussiéreux que papa glorifiait, mais des espaces modernes et soignés, des lieux où les gens se sentent réellement considérés. Mon premier établissement fut un désastre.
Après ce lodge de luxe près de Portland, avec de la moisissure sous le papier peint et des moquettes qui sentaient les chaussettes trempées par la pluie, il était à moi. Le directeur de la banque m'a regardé comme si j'étais folle quand j'ai signé les papiers. « Vous êtes sûr de vous ?» m'a-t-il demandé. « Vous êtes trop jeune, trop inexpérimentée, trop féminine. » J'ai simplement hoché la tête. Je suis sûr que ce que je ne lui ai pas dit, c'est que l'échec était hors de question. Pas quand chaque fibre de mon être devait prouver que je n'étais pas la fille fragile et émotive que mon père avait rejetée. Alors je frottais les sols à minuit, rédigeais des plans marketing à l'aube, n'embauchais du personnel que lorsque je pouvais me le permettre, ce qui était rare. Certaines nuits, je dormais derrière la réception sur une couverture, car rentrer chez moi revenait à admettre ma défaite. Lors d'une violente tempête hivernale, quand le courant a été coupé dans tout l'établissement, j'ai passé 4 heures dans le froid glacial à guider les clients avec une lampe torche et à m'excuser pour des choses sur lesquelles je n'avais aucun contrôle. J'ai pleuré une seule fois, en silence, dans la chaufferie, avant de m'essuyer le visage et de retourner travailler. Au bout de 3 ans, le vieux chalet affichait complet tous les week-ends. Au bout de 5 ans, j'ai ouvert 2 autres sites. Des retraites intimes, minimalistes et éco-responsables qui faisaient fureur auprès des voyageurs en ligne. Les investisseurs appelaient. Les journalistes cherchaient des témoignages. Les concurrents essayaient de copier mon modèle. Mais mon père, non pas. Un mot, pas un SMS, pas même un commentaire indirect d'Ethan. C'était comme construire un gratte-ciel au milieu du désert. Haut, étincelant, et totalement invisible pour celle à qui j'avais un jour espéré ressembler. Puis vint ce matin où tout a basculé. Le matin où ma directrice financière a fait irruption dans mon bureau, essoufflée et les yeux écarquillés. « Anna », dit-elle d'une voix tremblante, « la valorisation arrive. » J'ai senti mon pouce emballer. « Eh bien », dit-elle avec un sourire. « 580 millions. » J'ai figé, non pas sous le choc, mais parce que la première image qui m'est venue à l'esprit était celle de cette chaise vide à mon mariage. Et pour la première fois, je n'ai pas eu envie de pleurer. Je me sentais forte. Ce que j'ignorais, c'est que, loin de là, mon père venait de lire le même titre. Et pour la première fois depuis des années, il se souvenait enfin qu'il avait une fille. Le matin où la valorisation a fait la une. Mon bureau bourdonnait comme une ruche. Tous les téléphones sonnaient. Tous les emails s'affichaient. Tous les messages de félicitations des partenaires, des investisseurs, des journalistes. Tout se mélangeait dans une brume chaude et surréaliste. Mais le moment que je n'oublierai jamais est beaucoup plus calme. J'étais seul dans mon bureau, le regard perdu dans le paysage urbain de la Floride à travers les puits de lumière, quand mon téléphone a vibré à nouveau. J'ai pensé que ce serait un autre journaliste, peut-être un ami. Ce n'était pas lui. Papa. Pendant un instant, j'ai eu le souffle coupé. Il ne m'avait pas envoyé de message depuis près de 3 ans. D'une main tremblante, j'ai déverrouillé mon téléphone. Papa, dîner de famille à 19 heures. Discussion importante. Non, felicitations. Non, je suis fier de toi. Même pas mon nom. Ça sonnait comme un ordre, comme si j'étais convoqué à une réunion du conseil d'administration. Je suis resté si longtemps les yeux rivés sur l'écran que ma vue s'est brouillée. Daniel est entré avec 2 tasses de café et s'est arrêté net en voyant mon visage. Que s'est-il passé? Je lui ai montré le message. Sa mâchoire s'est crispée. Il n'a pas pris contact quand ton entreprise a atteint les 10 millions de dollars. Ni les 50 millions. Ni même les 200 millions, mais les 580 millions. J'ai dégluti. Il veut quelque chose. Alors n'y va pas, a dit Daniel gentiment. Mais voilà, je devais y aller. Pas pour lui, pour moi. Je devais voir sa tête quand il comprendrait enfin que je n'avais plus besoin de son approbation. En rentrant, j'ai trouvé ma directrice financière, Lena, qui m'attendait dans l'allée. Elle a pris un dossier. Tu devrais voir ça avant ce soir. J'avais mal au ventre. À l'intérieur, des pages de relevés financiers, de remboursement d'emprunts, de litiges entre entrepreneurs, d'avis de saisie, tout ce qui concernait les propriétés de mon père. L'empire de ton père est en train de s'effondrer, dit doucement Lena. Malheureusement, il a des mois de retard sur tout. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds, c'est pour ça qu'il m'a envoyé un texto. Chuchotai-je. Pas pour s'excuser, pas pour arranger les choses, juste pour profiter de moi. Lena Hazara. Ce n'est pas tout. Les créanciers paniquent. Ils sont prêts à vendre tout le portefeuille de dette pour une fraction de sa valeur. Un calme lent et inhabituel m'envahit. Ce n'était pas de la colère. C'était de la lucidité. Achète-le, dis-je. Lena cligna des yeux. Tout. Oui, dis-je. Jusqu'au dernier centime qu'il doit. Parce que si mon père voulait une réunion de famille, il allait bientôt se retrouver face à une toute autre version de sa fille. Lena ne broncha pas quand je lui dis d'acheter tout le portefeuille de dette.
Voilà pourquoi elle était ma directrice financière. Elle n'a pas douté de ma santé mentale avant que le travail ne soit terminé. À minuit, nous étions assises, entourées de paperasses, d'ordinateurs portables, de dossiers de signature et de café noir au goût de détermination brûlée. Chaque feuille représentait un morceau de plus du royaume en ruine de mon père. À 213 mètres d'altitude, Lena leva les yeux, fatiguée. Anna, quand tout sera fini, tu posséderas tout ce que ton père a construit. Es-tu prête à ça? J'inspirai lentement. Je ne fais pas ça pour lui faire du mal, dis-je. Je le fais parce qu'il attend de moi que je le sauve sans même m'avoir jamais rencontré. Elle acquiesça. Tu achètes le contrôle, pas la vengeance. Au lever du soleil, les créanciers avaient signé. À midi, l'équipe juridique confirma le transfert. En fin d'après-midi, les dettes de mon père, son hôtel, ses terres, son héritage autrefois sacré étaient officiellement sous mon autorité. Je m'attendais à un triomphe, à une étincelle de victoire. Au lieu de cela, je me sentais calme, comme dans le silence qui précède l'orage. Ce soir-là, je suis allée à mon dressing et j'ai sorti des vêtements que je portais rarement. Une robe noire moulante, un manteau cintré, des talons qui me donnaient une allure assurée, presque involontaire. Il ne s'agissait pas de paraître puissante, mais de ne plus me laisser intimider. Daniel m'observait mettre mes boucles d'oreilles. « Tu es nerveuse, dit-il gentiment. Je ne le niais pas. Je ne suis pas nerveuse à l'idée de le revoir, répondis-je. Je suis nerveuse à l'idée d'avoir encore des sentiments pour lui. Il s'approcha, sa voix douce. Anna, avoir des sentiments pour lui ne te rend pas faible. C'est le laisser te faire souffrir qu'il est. J'expirai d'une voix tremblante. À ce soir, il ne s'agissait pas de faire plaisir à mon père. Ce soir, il s'agissait de le confronter à la vérité qu'il avait ignorée toute sa vie. En route, les lumières de la ville se confondaient en traînées lumineuses sur le pare-brise. Mes pensées vagabondaient, me ramenant à toutes les fois où il m'avait éconduite. Concentre-toi sur quelque chose de plus simple, Anna. Tu n'es pas faite pour les vraies affaires. Cette entreprise est trop importante pour toi. Avant, j'intériorisais chaque mot. Avant, je pensais que le succès le contredirait. Mais avec les documents dans mon sac, les contrats qui me donnaient tous les droits légaux sur son empire, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais rien à prouver. Je l'avais déjà fait. Alors que je me garais sur le parking du country club, mon téléphone vibra de nouveau. Un texto de maman. Maman, sois gentille avec ton père ce soir. Il est stressé. J'eus une angoisse sourde. Mais maintenant, après tout ça, il s'attendait encore à ce que je me fasse toute petite, que je plie en 4, que je flatte l'ego de l'homme qui n'avait jamais protégé le mien. Pas ce soir. Je fourrai mon téléphone dans mon sac, verrouillai la voiture et me redressai comme jamais. Parce que ce soir, je n'étais pas la fille qu'il ignorait. Je n'étais pas la fiancée qu'il avait abandonnée. Je n'étais pas. Il avait oublié sa fille. J'étais la femme qui possédait l'avenir qu'il allait implorer. Et il n'en avait aucune idée. La salle à manger privée du country club était éclairée d'une douce lumière ambrée, trop tamisée, trop élégante pour ce qui allait se produire. J'ouvris la porte et 4 visages se tournèrent vers moi. Papa, Maman, Ethan, Uncle Mark. Tous étaient assis à une table parfaitement dressée, avec des vins coûteux qu'ils ne pouvaient plus se permettre. Papa se pencha en arrière sur sa chaise, tel un PDG prêt à réprimander un employé. Anna, dit-il sans sourire. Tu es en retard. Je refermai la porte derrière moi. Non, répondis-je calmement. Je suis arrivé à l'heure prévue. Maman tressaillit à mon ton. Les sourcils de papa se froncèrent, mais il ne fit aucun commentaire. Assieds-toi, ordonna-t-il. Nous avons des choses à discuter. Je ne bougeai pas. Je sais pourquoi je suis là, ricana Ethan. Passons les drames. L'entreprise de papa a des problèmes. De gros problèmes. Et tu te débrouilles exceptionnellement bien, termina papa d'une voix douce mais ferme. La valorisation de ton entreprise prouve que tu as les moyens d'aider ta famille. Aider ta famille. Pas juste un « je suis fier de toi ». Pas de félicitations, juste des attentes. Des droits acquis. Je me suis approché de la table. Alors, ce dîner, dis-je, est une question d'argent. Maman a joint les mains. Anna, ma chérie, ton père est en train de couler. Les jeux interrompus. Financièrement, opérationnellement, complètement. Le visage de papa s'est assombri. On a traversé une période difficile. C'est tout. Avec ton soutien, on peut stabiliser les propriétés, enfin, celles pour lesquelles tu n'as pas payé les entrepreneurs depuis des mois. Je t'ai demandé pour les prêts que tu n'as pas remboursés, ceux qui sont déjà en faillite. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent. Papa se raidit. Uncle Mark a s'éclaircit la gorge nerveusement. Papa siffla. Comment le sais-tu?
J'ai posé mon sac sur une chaise vide et j'ai sorti l'épais dossier que Lena avait préparé. Parce que, dis-je en le faisant glisser sur la table, je suis désormais propriétaire de chaque centime de ta dette. Papa cligna des yeux. Hein? Qu'est-ce que tu viens de dire? Ethan attrapa le dossier, l'ouvrit et son visage se décomposa. Papa, murmura-t-il. C'est sérieux. Elle a tout acheté. Maman porta la main à sa poitrine. Oh mon Dieu, Anna, pourquoi as-tu fait ça? Papa frappa la table du poing. Comment oses-tu te mêler de mes affaires? Je restai ferme. Tu m'as appelé pour de l'aide. Voilà de l'aide. Voilà du contrôle. Papa rugit. Tu essaies de prendre ce qui m'appartient. Je accueillis sa rage avec un calme absolu. Je ne l'ai pas pris. Tu as perdu le contrôle. Je suis juste arrivé la première. Isen se leva. Tu es incroyable. Papa a tout construit. Tout ce que tu as. Je l'ai réparé. J'ai construit le mien moi-même. Maman pleurait maintenant. Anna, s'il te plaît. Ton père est sous une pression énorme. Il a travaillé si dur. Yesifly. Il n'est même pas venu à mon mariage. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. La machoire de papa se crispa. C'était un mauvais timing. Non, dis-je sèchement. Un mauvais timing, c'est les embouteillages. Rater le mariage de ta fille, c'est un choix. Fais avec ce que tu peux, Caston. Il ouvrit la bouche pour parler, mais je le coupai. Ce n'est pas une question de famille. C'est une question d'argent. Tu m'as ignoré pendant des années jusqu'à ce que je devienne précieuse, murmura maman. Ce n'est pas vrai. Pourquoi alors? Demanda Eda Ousmant. M'a-t-il envoyé un texto seulement après avoir vu ce titre à 580 millions de dollars? Pourquoi pas quand j'ai ouvert mon premier hôtel, ou le deuxième, ou à mon mariage? Pourquoi maintenant? La voix de papa se brisa, non pas de tristesse, mais de colère. Tu dois quelque chose à cette famille. Je frappai la table si fort que les verres à vin s'entrechoquèrent. Je ne vous dois rien. Ils se figèrent tous. Ma voix tremblait, mais était forte. J'ai imploré ton amour pendant des années. Je me suis tué à la tâche pour essayer d'être quelqu'un pour qui tu finirais par te manifester. Et quand j'y suis arrivé par moi-même, tu ne m'as pas félicité. Tu m'as juste appelé. Les yeux de papa se plissèrent. Et maintenant? Tu veux nous humilier? Détruire tout ce que j'ai construit? Je fouillai dans mon dossier et en sortis une simple enveloppe. Je te propose une solution, dis-je. 30 jours pour quitter tous les lieux. Après cela, ma société prendra le contrôle total. Mais Amen sanglota. S'il te plaît, Anna, ne fais pas ça. Papa me fixa, non pas avec la douleur d'un père, mais avec la stupéfaction de réaliser qu'il n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Tu n'es plus ma fille, murmura-t-il. Enfin, la vérité éclate au grand jour. Je me redressai, le menton levé. Non, dis-je doucement. Et vous y avez veillé il y a des années. Puis je pris mon sac, leur tournai le dos et me dirigeai vers la porte. Derrière moi, des chaises grinçaient. Quelqu'un m'appela. Ma mère pleurait, mais rien ne me fit réagir. Pour la première fois de ma vie, je ne m'éloignais pas, je voulais qu'ils me suivent. Je m'éloignais en sachant qu'ils ne pourraient pas m'arrêter. L'air nocturne me saisit comme une vague dès que je franchis le seuil du country club. Frais, vif, libre. Un instant, je restai planté là, sur les marches de pierre, la poitrine haletante, comme si j'avais vécu sous l'eau pendant des années et que je refaisais surface. Derrière les portes, j'entendais encore des cris étouffés. Mon père enragé, ma mère en pleurs, Ethan qui tentait de sauver les quelques bribes de contrôle qu'il pensait encore avoir. Mais rien de tout cela ne m'atteignait. Daniel m'attendait dans la voiture. Quand il vit mon visage, il ne me demanda pas ce qui s'était passé. C'est arrivé. Il m'a juste pris la main alors que je m'installais sur le siège passager. « Ça va » a-t-il demandé doucement. J'ai regardé par la fenêtre les lumières scintillantes au bord de l'eau. Je pensais que ça ferait plus mal. L'était-ce? J'ai secoué la tête. J'avais l'impression de sortir d'une prison où je ne savais pas que j'avais purgé une peine à perpétuité. Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait ma cuisine, chaude et douce, rien à voir avec l'éclairage cru du bureau auquel j'étais habitué. Le dossier contenant tous les documents de la veille était posé sur le comptoir. Avant, j'appréhendais d'ouvrir un tel document. Maintenant, il symbolisait la liberté. Lena a appelé à 9 heures. La transition est terminée, a-t-elle dit. Tu contrôles officiellement tous les actifs. J'ai fermé les yeux et laissé la réalité m'envahir. Pas la propriété, pas le pouvoir, mais l'ultime. Merci, ai-je murmuré. Elle a hésité. Ça va? Vraiment bien. J'ai surpris tout le monde avec un sourire. Je crois que je n'ai jamais été aussi bien. Les semaines suivantes ont été floues, mais différentes d'avant. Plus faciles. Plus sereinement. Avec mon équipe,
J'ai visité chacune des propriétés délabrées de mon père. Merste Labras, Mobilier de mode, Moquettes Taches. J'y ai vu une opportunité. Nous pouvions transformer ces lieux en un centre de bien-être. J'ai dit au designer, faites-le avec calme, sérénité et intention. Transformer les ruines de l'empire de mon père en lieu de paix, et non de pouvoir, me semblait symbolique. Un après-midi, dans le hall de ce qui allait bientôt devenir notre refuge phare, j'aperçus mon reflet dans la porte vitrée. Blazer noir, cheveux plaqués en arrière, regard fixe, sans peur ni doute, une femme qui s'épanouissait, libérée de l'insignifiance de son enfance. Je ne ressemblais plus à la jeune fille qui pleurait seule dans une suite nuptiale, attendant un père qui ne viendrait jamais. Je ne ressemblais plus à la fille qui implorait un amour toujours assorti de conditions. J'étais entière. Ma famille ne m'a pas contacté, pas une seule fois. Mais cette fois, le silence ne me blessait pas. Il était simplement un bruit de fond dans un lieu où je ne vivais plus. Ethan publiait des citations vagues sur la trahison sur les réseaux sociaux. Maman a laissé 2 messages vocaux où il pleurait sans jamais s'excuser. Papa, rien. Son orgueil était trop fort pour être exprimé. Et pourtant, pour la première fois, leurs réactions ne m'ont pas replongé dans mes vieilles blessures. Elles ne m'ont pas défini. Cela n'avait plus d'importance, car j'avais enfin compris que partir n'était pas synonyme d'abandon. C'était une forme de libération. C'était m'offrir ce que mon père ne m'avait jamais donné, la permission de choisir une vie façonnée non par son absence, mais par ma présence. On croit souvent que le succès guérit toutes les blessures. Qu'une fois votre nom à la une, associé à un chiffre comme 580 millions de dollars, tout vite disparaît. Mais la guérison ne fonctionne pas ainsi. L'amour non plus. En réalité, rien n'a changé le jour où mon entreprise a atteint cette valorisation. Pas vraiment. Ce qui a changé, c'est l'instant où j'ai quitté ce country club, laissant derrière moi les voix qui avaient marqué mon enfance, les attentes qui avaient anéanti ma confiance, le silence qui m'avait suivi à l'âge adulte comme une ombre. Pour la première fois, je ne suis pas parti en regrettant que les choses n'aient pas été différentes. Je suis parti en acceptant qu'elles ne l'étaient pas. Et cette acceptation fut libératrice. Quelques semaines plus tard, j'ai visité l'un des établissements récemment rénovés. Une douce musique emplissait le hall. La lumière du soleil filtrait à travers les boiseries en chêne au ton chaud. J'ai ri doucement en prenant le thé. C'était paisible, comme un endroit fait pour quelqu'un qui avait passé trop d'années à retenir son souffle. Mon souffle. Daniel m'a rejointe à la fenêtre et a pris ma main. On dirait un nouveau départ, a-t-il dit. J'ai hoché la tête et regardé le vent agiter les arbres dehors. C'est ça, ai-je murmuré. Pas pour l'entreprise, mais pour moi, parce que j'avais enfin compris quelque chose que j'avais poursuivi toute ma vie sans m'en rendre compte. L'amour qu'il faut gagner n'est pas de l'amour. Une famille qui n'apparaît que lorsqu'on lui est utile n'est pas une famille. Et l'acceptation conditionnelle n'est pas de l'acceptation du tout. Je n'avais pas besoin de changer mon père. Je n'avais pas besoin de le convaincre. Je n'avais pas besoin qu'il me voie. J'avais besoin de me voir moi-même. Alors, si vous me demandez quel a été le véritable tournant, ce n'était pas l'évaluation. Ce n'était pas la dette. Ce n'était même pas le dîner. C'était le moment où j'ai réalisé que je n'étais pas brisée parce que je désirais un père qui ne pourrait jamais l'être. J'étais humaine. Et à cet instant, j'ai choisi de me choisir moi-même. Grâce à ceux qui ont toujours fait appel à moi, je n'ai pas perdu ma famille. J'ai repris ma vie en main. Et cela valait bien plus de 580 millions de dollars.